Tu vois cette baraque? Je l'ai achetée il y a de ça 10 ans. Ma première affaire immobilière. Au bout de 2 ans, je l'ai revendue avec 800 000 dollars de bénéfices. C'était meilleur que la baise. Ça me paraissait. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler investissement immobilier mais sous un angle différent cette fois-ci. On va l'aborder sous l'angle du marchand de biens. Alors c'est un sujet que j'ai souvent des personnes qui me posent ces questions, notamment lors d'appels de candidature à Patrimoine Exponentiel. Et ça va être important de pas faire l'opposition entre le marchand de biens et le locatif et de voir comment les deux s'englobent dans une stratégie globale. Ici, on ne va pas te dire d'arrêter le locatif ou d'arrêter le marchand de biens, on va dire de cumuler les deux. On est contre l'opposition des modes d'enrichissement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fouad. Alors c'est un premier point qui est fondamental parce que j'ai observé que quasiment tous les influenceurs immobiliers côté marchand de biens, qui accessoirement sont marchands de biens, vont opposer le locatif, l'investissement immobilier locatif avec l'activité de marchand de biens. Et ça, c'est une erreur qui est fondamentale. C'est une erreur qui peut coûter extrêmement cher en termes de coût d'opportunité, notamment sur la partie locative. Grosso modo, on va t'expliquer que c'est mieux l'activité de marchand de biens parce que tu n'as pas de locataire à gérer, que tu vas faire un aller-retour, ce que les Québécois appellent un flip. Et cet aller-retour, finalement, est beaucoup plus intéressant que s'emmerder à constituer un patrimoine, avoir directement ou indirectement la gestion de locataires. Et c'est une erreur qui est vraiment très très importante et qui coûte énormément d'argent. Et évidemment, je ne m'inscris pas dans cette perspective parce que je fais exactement l'inverse. Donc, dans cet épisode, on va parler de cette activité. On va dire les difficultés, les opportunités qu'on peut avoir, notamment sur les questions de financement qui reviennent de manière régulière. Et il faut comprendre, et on va le voir, qu'il est beaucoup plus difficile de se faire financer de l'activité de marchand de biens que du locatif, puisqu'on est sur deux secteurs bancaires différents. Et avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner au podcast, pense à nous laisser 5 étoiles, Fouad, demande-nous des likes. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Alors, à ce propos, j'avais les bizarreries, en fait, d'Internet. Il y a Valentin qui nous a laissé un super commentaire sur Apple Podcast très intéressant. Je suis content d'écouter les conseils de personnes ayant des objectifs et parcours similaires aux miens. Donc, je pense qu'on parle d'un très gros objectif. Merci beaucoup de votre contribution. Et là, Valentin, tu nous laisses un 3 étoiles. C'est pas très, très cohérent. Donc voilà, si tu avais la gentillesse de corriger ton commentaire, le nombre d'étoiles, ça serait sympa. Oui, le nombre d'étoiles. Le nombre d'étoiles. Maintenant, tout le monde va nous mettre des 3 étoiles pour passer en direct. C'est quoi? C'est une manière de pousser encore plus vers l'excellence. Merci, Valentin. C'est important de laisser de la place à la progression. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour réserver le coaching hautement stratégique en one-to-one. Ça, c'est de l'anglais, c'est pour te faire plaisir, Fouad. Avec Fouad, qui pourra t'aider dans ta situation personnelle, débloquer les problématiques individuelles. C'est quoi le genre d'appel que tu as généralement ? J'ai pas mal d'appels, enfin de rendez-vous où les gens ont l'intuition d'essayer de comprendre qu'il manque beaucoup de choses pour avoir les moyens d'atteindre des objectifs extrêmement élevés. Donc il y a de ça. Ensuite, il y a une partie des gens qui ont quelques outils, mais la situation, le profil d'emprunteur ne va pas, avec un certain nombre d'erreurs commises. Il y a certains débutants qui savent avoir une capacité d'emprunt importante, mais là, ils veulent être immédiatement bien outillés en termes de stratégie pour éviter de manière proactive les erreurs. Donc voilà, ça résume un peu les différents cas. Vous trouverez également le lien pour candidater à Patrimoine Exponentiel. Désormais, c'est sur candidature uniquement quand on veut privilégier la communauté et bâtir un gros réseau d'investisseurs ambitieux qui pourront s'entraider. Et Fouad nous fera l'honneur dès septembre de nous assurer 12 coachings stratégiques. Il faut que je te fasse le virement.
Inch'Allah. 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 Si Dieu veut. Mais tout le monde veut. Mais Dieu Il y a veut, il que n'y a toi que toi que- qui veux pas. Mais la banque m'a tout pris. Non, ça sera cool parce que je pense qu'on va interagir avec une communauté de qualité. Malheureusement, qui se ressemble, s'assemble. Ça se constate dans les faits, sociologiquement. Et une communauté qui a épousé l'objectif de la tranche des 0,1% des Français en termes d'objectifs financiers. Donc les interactions vont être très intéressantes, je pense. Et on peut révéler en guise de teasing Et alors, le premier coaching stratégique que tu vas faire, qui va être comment diviser une place de parking pour augmenter le cash flow. Voilà, et tenter de la loger dans le statut LMNP en y déposant des meubles. Donc n'hésitez pas à déposer votre candidature. Également, ceux qui sont sur Patrimoine Exponentiel disposent d'une remise avec Fouad sur ses coachings stratégiques et sur ton forfait. Également, tu m'as demandé de te mettre un forfait en place parce que tu avais des gens qui te le demandaient. Oui. Vous trouverez également un lien pour vous préinscrire. Alors pour l'instant, on est à un éco-stade de la prescription sur un mastermind financement que tu animeras, qui est plutôt destiné à des personnes qui ont... Alors, ça serait réservé aux personnes ayant réservé un coaching stratégique parce que je m'aperçois que malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde en mentorat. Il y a un quota. Alors du coup, finalement, l'idée d'adosser quelques coachings stratégiques avec un mastermind sur la partie financement, c'est quelque chose que j'envisage. Je n'en ai pas encore totalement sûr, mais j'y réfléchis pour satisfaire une demande et une frustration du fait de ne pas pouvoir accéder au mentorat. Donc on vous mettra un petit lien pour ceux qui veulent candidater et également ceux qui sont sur Patrimoine Exponentiel auront la priorité et auront une remise également. Donc pensez à candidater avec le lien qui sera dans Patrimoine Exponentiel. Donc rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans ce podcast et pour l'introduire, Fouad, tu vas me corriger, je vais laisser parler le débutant que je suis. L'activité de marchand de biens, selon moi, vient après avoir constitué, pas forcément après, mais on ait déjà fait ses preuves, c'est comme ça que moi je le conçois, où on a investi de préférence plusieurs millions d'euros d'immobilier, ou au moins 1 million d'euros, avant de partir dans cette activité en parallèle. Je le considère comme une deuxième étape. Alors pour répondre à cette question, de mon point de vue, moi je considère l'activité de marchand de biens comme la suite logique de l'investissement immobilier locatif, a fortiori pratiqué massivement. L'investissement locatif pratiqué massivement et l'antichambre de l'activité de marchand de biens. Et c'est là où c'est très très important de ne pas opposer les deux activités qui sont logées dans le même segment en termes de thématique, donc l'immobilier. On a quelques points de synergie, quelques points communs, mais ça reste des activités qui sont différentes. Du coup, l'expérience qui est emmagasinée sur l'activité patrimoine locatif est intéressante. Alors, elle est intéressante, elle n'est pas suffisante parce qu'on va faire appel à d'autres compétences techniques, comportementales, juridiques, financières, etc. Mais cette idée de le locatif et l'antichambre, c'est intéressant parce que ça permet, dans un premier temps, de se confronter au réel, de lever des capitaux relativement importants, de se confronter aux problèmes et à la résolution de problèmes. Donc ça, c'est important de ne pas opposer ces deux activités et il peut y avoir une suite logique. Alors, il faut savoir que j'agis de manière très intuitive, de manière générale. De façon générale, ce que j'ai baptisé l'intuition rationnelle parce qu'elle n'est pas mystique, elle est simplement alimentée par un stock de connaissances logé dans mon capital humain. Et intuitivement, sans me poser la moindre question, je me suis dirigé donc sur l'activité de marchand de biens à partir de juillet 2021, donc ça va faire 3 ans. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre parce que, on l'expliquera peut-être en termes de stratégie en quoi c'est intéressant, mais je n'ai pas réfléchi, j'y suis allé naturellement. Alors peut-être parce que j'ai un profil de commerçant et que c'est une activité de commerçant, d'achat-revente, que ce soit des fraises, des pantoufles, des voitures ou des biens immobiliers. Les actes sont similaires. Ensuite, sur la technicité, on a un petit peu plus de technicité sur l'immobilier.
Moi, par exemple, tu vois, j'ai eu quelqu'un en candidature sur Patrimoine Exponentiel qui voulait faire que du marchand de biens, mais qui voulait commencer par du marchand de biens. Et je lui avais dit, faire que du marchand de biens déjà, et ça on va en parler sur la partie financement, il faut du capital. Et si tu commences comme ça, le seul moyen que tu vas avoir, c'est financer sur fonds propres tes opérations. Alors, ce qui est dommage, alors je ne connais pas les raisons, mais parfois tu as des biais de négativité, des gens qui ont été refroidis par le locatif en se disant je vais aller sur la partie marchand de biens parce que je n'aurai pas de locataire à gérer. Le mot qui convient, c'est dommage en fait. C'est dommage de se priver du levier bancaire français et quelque part, c'est pas le même track record, c'est pas le même historique de l'investisseur en activité de marchand de biens et en locatif, mais ça compte. Quand tu commences à exposer à la banque, et ça a été mon cas, les premières opérations, certaines opérations ont été faites sur fonds propres. Mais dès que tu demandes tes premières opérations de financement, tes premières demandes de financement bancaire en marchand de biens, quand tu poses un patrimoine en millions d'euros, évidemment, c'est très rassurant pour la banque. Elle se dit, ce n'est pas un novice et on a du patrimoine en termes de garantie, en termes de solvabilité. Parce que ce qui est marrant, c'est que en immobilier locatif, tu dois tout faire pour être un signe blanc, même si tu es un signe noir. Mais par contre, un marchand de biens, tu dois être un signe noir et rassurer comme quoi tu es le meilleur des signes noirs. Alors, c'est exactement ça, ta remarque est très pertinente. Non seulement tu dois décliner ton identité de signe noir et tu dois appuyer sur le caractère noir obscur carrément, c'est-à-dire que il doit y avoir aucune ambiguïté sur ton pédigré. On doit savoir, en fait, la banque doit immédiatement palper ton caractère professionnel, ambitieux, atypique. Alors, il ne faut pas renvoyer évidemment une image de preneur de risque, parce que le bon marchand de biens n'est pas un preneur de risque. On avait une confusion, d'ailleurs, j'avais rebondi sur un podcast de Yomi Denzel. Voilà, de Yomi Denzel qui a eu l'intelligence de le supprimer parce que ça venait contrarier son poste, la confusion entre... C'est pas lui, c'est comme je te l'avais dit... Et c'est son compte. Oui, mais c'est un ghostwriter qui a peut-être eu peur de mettre de la merde. Oui, c'est possible, mais l'idée à retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre l'amour du risque et l'acceptation du risque. Donc, ça n'a rien à voir en termes de caractéristiques. Et donc, une banque professionnelle qui fait des financements de professionnels, qui est focalisée sur la rentabilité de l'opération et non, on le verra, sur la solvabilité personnelle de l'investisseur, sera rassurée d'avoir un signe noir de l'immobilier, quelqu'un d'aguerri, qui a enchaîné plus ou moins les opérations, qui sait acheter, qui sait revendre, ça rassure. Et c'est là où la flexibilité cognitive, la capacité à s'adapter en fonction de son interlocuteur, en fonction des exigences de l'interlocuteur, fait la différence. Moi, je n'ai pas la même attitude lorsque je me présente en qualité de primo-accédant sur du locatif et lorsque je me présente pour une demande de financement sur une opération de marchand de biens. Ce n'est pas du tout c'est la l'opposé même... même. C'est l'opposé, ce n'est pas la même posture. Les interlocuteurs sont diamétralement opposés et c'est là où il faut de l'intelligence relationnelle et situationnelle. Il faut savoir s'adapter en fonction de la situation et en fonction de la typologie de ton interlocuteur. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Tu nous as dit que ta première opération avait eu lieu le 1er juillet 2021. Est-ce que tu peux nous la décrire pour qu'on l'imagine ? Alors, j'ai fait, du coup, en 2021, j'ai fait plusieurs opérations. J'ai pas calculé, mais ça fait 3 ans que je suis marchand de biens. Alors, une petite parenthèse. D'ailleurs, je te pose la question, pour quelle raison il est important d'être marchand de biens, à ton avis ? Alors, au-delà que c'est la suite logique, au-delà que c'est financièrement intéressant, pourquoi, en reprenant, je vais te donner un indice, parce que je pense que tu ne pourras pas y arriver tout seul. Donc, merci Fouad, je vais le noter. En te donnant un indice, le nom du podcast, en régulière, sérieuse et professionnelle de l'activité de marchand de biens, en quoi c'est important pour quelqu'un comme moi, par exemple ? Pour quelqu'un comme toi, je ne pourrais pas y répondre. Moi, je vais y répondre selon mon... J'ai donné mon ressenti, au moins si je me trompe, ça n'engagera que moi. Moi, je considère le marchand de biens comme des opérations qui sont certes capitalistiquement plus intenses, mais qui ont également une rentabilité plus rapide. Et donc, pour générer du revenu,
ça va venir combler en quelque sorte, selon moi, le locatif. Le locatif, on s'enrichit avec l'amortissement du capital et l'encapsulage de plus-value, mais on ne peut pas disposer de ce que j'appelle, moi, une épargne disponible. Elle est... In fine, qu'est-ce que ça nous apporte ? Ce que ça nous apporte en montant sur des opérations plus élevées, sur des... Non, c'est pas ça. Mais je vais finir. Je vais finir. Je ne sais pas où tu vas en arriver. C'est un moyen supplémentaire de s'enrichir, mais moi, je le considère comme une opération qui va être plus intense en termes de temps, mais qui va générer du cash dans une société plus rapidement. Mais pourquoi faire le cash ? Pour le réinvestir ensuite. Alors, il y a un peu de vrai dans ce que tu as dit, même si ça n'a pas été formalisé comme un professionnel ou comme un conceptualisateur. C'est une source importante du processus de capitalisation de l'entrepreneur. C'est exactement ce que j'ai dit. Pas du tout. Tu as parlé de revenus. Et c'est tout sauf des revenus. Non, mais ce sont des blocs de capitaux. Mais disponibles. Non, mais tu n'as pas besoin de revendre. Tu revends rapidement le bien. On a l'impression que tu essaies de me vendre un couscous avec tes mains, avec ta gestuelle de pied noir. Là. Prends-le, c'est le Royal, avec Clarissa. On t'a mis du gros grain. Et la sauce le grain a été cuit dans la sauce. C'est les Tunisiens qui font cuire le grain. Non, c'est sur la disponibilité plus rapide mais c'est important de... Alors, bien penser, c'est bien exécuter également. En fait, l'activité de marchand de biens, moi, je m'inscris dans un processus de capitalisation financière. Pour quelle raison ? Parce que je pense profondément, comme dirait Nicolas Sarkozy, je vais vous dire une chose que je pense au plus profond de moi. Bon, j'ai fait sans les épaules et les talonnettes. Je pense que la liberté n'est qu'un... Alors, je vais le faire en sens inverse. Je pense que le capital est un sous-jacent de la liberté. Ton degré de liberté dépend de ton niveau de capital. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut alimenter ce capital ? Et tu avais déjà un premier élément de réponse qui n'a pas forcément été directement adossé à ce que je dis, mais qui était dans le vrai. Tu amortis du capital en locatif, mais ce n'est pas du capital immédiatement disponible. Et donc, l'activité de marchand de biens, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est capitalistique et que le résultat, les marges, qui ne sont pas du revenu, qui vont être du résultat que tu vas accumuler, va venir alimenter la constitution de ton capital. Et de mon point de vue, se constituer un capital, c'est ce qui est le plus difficile. Surtout quand ton point d'origine sociale est faible. Et là, on est sur un raisonnement qui n'a absolument rien à voir avec les gens qui raisonnent, qu'on connaît très bien, nous deux, des gens qui raisonnent en chiffre d'affaires TTC mensuel. Là, on parle de capital. Et donc, ce n'est pas le seul moyen, évidemment. Il y a le rachat d'entreprise, il y a l'activité de marchand de biens. Finalement, quand on regarde, on s'intéresse à tout ce qui est créateur de capital. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, sur cette manière de formaliser. Tu as réussi à formaliser ce que je voulais dire. Non, mais c'est... On dirait un analphabète. Tu as réussi à écrire ce que je voulais même. Non, mais tu es excellent dans la conceptualisation de choses. Et tu vois, je t'avais parlé d'épargne disponible et non disponible. Et en fait, ça permet cette disponibilité. Mais tu vois, non, mais ta réponse était intéressante parce que ça veut dire qu'il faut conscientiser le fait qu'aller chercher des briques de capitaux et s'inscrit dans un processus de capitalisation qui, in fine, est le meilleur garant de ta liberté. Et on en reparlera sur un autre sujet, c'est que le capital est vraiment fait pour soutenir ta liberté. Et voilà, et donc l'indépendance financière, comme on en parle, qui dépend de flux monétaires mensuels tel un chiffre d'affaires TTC, ce qui est complètement ridicule, ou ce qu'on appelle maintenant le SMIC LinkedIn, 10 000 euros par mois, ce qui est d'autant plus ridicule. Non, là, on est dans une activité où le fait de dégager des marges et de capitaliser du résultat, ça, c'est une stratégie qui est très intéressante pour bâtir ton capital. Et tu disais, tu avais fait une référence à Sarkozy. C'est pas exactement comme ça qu'il faisait. Il posait la question et il disait ensuite, je vais vous le dire. Oui, non, mais il avait dit, je vais vous le dire. Une chose que je pense au plus profond de moi, je crois qu'il parlait de, c'est le projet, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc, première opération en juillet 2021. Depuis juillet 2021, ton intensité d'opération sur... Alors,
En termes de nombre d'opérations, alors Ouais. j'ai fait plusieurs immeubles à la découpe, j'ai fait des terrains à bâtir. Alors, plusieurs immeubles à la découpe, je pense savoir ce que c'est, mais je préfère poser la question. C'est en fait, tu achètes un immeuble entier, tu le revends en monopropriété, exactement. Tu as un immeuble qui est en monopropriété où tu as des lots, mais tu n'as pas de division. Alors, c'est pas diviser un appartement, c'est créer une copropriété et Oui, redonner l'autonomie à chaque lot. Et là, tu vas vendre, en fait, à la découpe. mais Ouais. comme un détaillant. Donc, tu es à la fois grossiste et détaillant. Tu achètes en gros, au prix de gros, et tu vas revendre en détaillant. Donc, j'ai fait 2 opérations sur 2 immeubles de rapport. On était à peu près sur, de mémoire, une vingtaine de lots. Il y a eu un beau terrain à bâtir qui nous a permis j'étais associé sur cette opération, qui nous a permis de dégager de mémoire 260 000 euros de plus-value. Et j'ai une autre opération qui est en cours où il y a une très très grosse plus-value, on a plus de 300 000 euros. Et j'avais fait aussi un lot parisien où il y avait une belle plus-value de 80 000 euros. Donc ces différentes opérations ont été réalisées depuis juillet 2021. Et ce qui est intéressant, c'est le capital constitué au travers de ces opérations de marchand de biens qui permettent de financer l'apport pour le rachat de sociétés. Alors, en partie, exactement, en partie. Pour donner un chiffre, comme je sais que les gens aiment les chiffres, et moi le premier, hein, j'aime quand il y a des chiffres, même si les chiffres, ça veut tout dire et rien dire, j'ai calculé que la marge brute à réaliser sur ces différentes opérations depuis juillet 2021, c'est 800 000 euros. Ça fait combien en mois ? Alors, en mois, je ne sais pas, mais en quoi c'est intéressant ce chiffre ? Si je n'avais pas fait ces opérations parce que j'avais écouté des gens qui opposaient le locatif aux marchands de biens, eh bien, j'aurais pu m'asseoir sur 800 000 euros de marge brute, ce qui est quand même beaucoup. Et parlons de ces influenceurs, et je vais te poser une question qui est en lien avec un message que m'a fait mon beau-frère, parce que mon beau-frère, s'il nous écoute, je lui fais un petit coucou, ne s'intéressant pas à l'immobilier, il écoute le podcast et il commence à m'envoyer des publicités immobilières. Mais on reviendra sur l'influenceur qu'il a envoyé, parce que j'ai essayé de faire le calcul dans ma tête, et je ne sais pas ce que propose cette personne, mais je pense que c'est du marchand de biens sur résidence principale, du flip sur résidence principale. Mais tu me reprendras, je pense que c'est ça. Oui, c'est un peu ça quand même. Il me semble, la mode du marchand de biens, tu m'avais parlé d'un chiffre, il me semble, et je dis bien il me semble, comme quoi elle avait triplé sur des chiffres de ces dernières années, que le nombre de marchands de biens avait triplé. Tout à fait. Selon l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et de l'étude économique, on avait grosso modo 20 000 marchands de biens en 2016-2017. Et sur nos derniers chiffres, on serait à 60 000. Donc c'est énorme. On a un triplement du nombre de marchands de biens et ça se voit sur les réseaux. Ça se voit avec les plateformes qui sont nées. Tout le crowdfunding qui vient alimenter les financements, la partie de l'apport, enfin l'apport souvent des marchands de biens qui, on le verra tout à l'heure, la plupart n'ont pas d'argent. Donc on rebondit sur la nécessité de s'inscrire dans un processus de capitalisation, parce que là où c'est important, c'est que je parlais du capital comme sous-jacent de la liberté, mais le capital est un outil de travail pour financer tes opérations de marchand de biens, parce que tu as un apport qui est obligatoire la plupart du temps en fonction des banques. On a des taux d'apport qui vont de 10 à 30%. En règle générale, en moyenne, c'est 20%, mais le fait d'observer cette... je ne sais pas si on peut parler de mode, on va dire cet engouement pour l'activité de marchand de biens, c'est quelque chose qui a fait exploser les compteurs en termes de visibilité, d'influence, de concurrence, de demande de financement, etc. Et tu m'avais dit le chiffre d'affaires moyen, mais surtout l'excédent moyen du marchand de biens. L'excédent brut d'exploitation qui est complètement dérisoire. Alors, en 2017, c'était 50 000 euros à peu près, 53 000 euros hors taxe. Donc on se prend un salaire à charger à 2000-2005, un salaire net de 2000-2005 avec les charges. On a consommé son EBE. Et d'ailleurs, je te pose une question. Admettons que tu te prennes une rémunération dont le coût global revient à peu près à l'EBE. Quelle est la problématique ?
Alors, déjà, elle ne peut pas. Mais à peu près. Non, mais tu ne peux pas, parce que en fait, tu as une règle fiscale sur ça qui considère les rémunérations excessives, qui vont tendre lorsque tu verses une rémunération trop élevée par rapport à tes résultats ou par rapport aux normes de... Et c'est d'ailleurs très vicieux parce que l'administration fiscale utilise des comparables qui sont des sociétés comme les tiennes, mais toi, tu n'as pas accès à ces informations. Tu peux pas te verser ça, et quand bien même tu te verserais tout, disons que... Alors, attention, c'est annuel, hein, Hmm. les 53 000. Ouais, non, mais je sais, même si tu te versais tout, il y aurait un problème pour le réinvestissement. Voilà, c'est ça le problème. Disons que ça passe. Mais pour moi, la rémunération ne serait pas choquante. Je pense qu'elle passerait. En fait, tu aurais ton activité qui finance ta rémunération qui est dans le salaire moyen. Le problème, c'est que tu ne crées pas suffisamment de richesse pour alimenter ton capital et faire grossir tes opérations, où tu as un critère aussi qui est très important, que ce soit dans le locatif, mais encore plus dans le marchand de biens, c'est le critère de concomitance. C'est-à-dire le fait de faire plusieurs opérations en même temps. C'est-à-dire que le fait d'avoir en fait plusieurs opportunités de marché, tu es marchand de biens. Tu as deux coups de fusil qui se présentent à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu tentes de les saisir les deux. Eh bien, comme tu as un apport qui est obligatoire, tu peux malheureusement rater une opportunité parce que tu n'as pas les reins financiers suffisamment solides. Et ça, c'est problématique en termes d'exercice de cette profession parce que le montant de tes capitaux propres est déterminant pour ton activité. Et je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est 400 000 euros de chiffre d'affaires, hors C'est taxe. ça. Ça veut dire grosso modo Bah, deux opérations à 200 000. Quoi. Ouais, 2 opérations à 200 000 ou même un immeuble à la découpe. Ça va très vite, hein. C'est de l'immobilier. 400 000 euros, ça peut paraître impressionnant, mais ce n'est pas de la marge. Ça reste de l'achat-revente. C'est pas de l'infoprenariat. Non, malheureusement, parce que oui, 400 000 euros en infoprenariat, là, c'est intéressant. Tu as un taux de marge de je ne sais combien de pourcents. C'est une activité attractive parce que activité non réglementaire en France par rapport à l'activité de transactions immobilières, d'agents immobiliers qui nécessitent une carte T. Alors, c'est attractif parce que les gens ont l'impression que c'est de l'argent facile. C'est-à-dire que on se dit que le marchand de biens est celui qui achète et qui revend facilement. Et d'ailleurs, sur Internet, on te vend l'aller-retour facile à 50 000 ou à 100 000 euros. Donc, si tu veux, ça fait saliver la bétaillère. Les gens se disent, finalement, j'ai 50 000, je peux mettre ça en apport. Je peux lever 200, 250 000, je peux prendre 50 ou 100 000 euros de marge. Alors les gens vont parler de plus-value, mais c'est une marge brute, c'est une activité commerciale. Et donc c'est l'appât du gain, la facilité du gain, la facilité en idée préconçue, hein, parce que je ne pense pas que ce soit facile. Alors c'est pas particulièrement difficile, mais c'est pas non plus facile. Et si tu veux, ça attire énormément de monde. Et alors, ce qui est étrange, ça attire énormément de débutants. D'accord. Et donc les personnes qui auront le plus de difficultés à se faire financer. Alors, il y a un truc qui me paraît très paradoxal, en tout cas très contradictoire, c'est que tu as beaucoup de gens qui ont peur du locatif. Mais le marchand de biens, ça ne leur fait pas plus peur que ça. Or, le niveau de complexité de l'activité de marchand de biens est nettement supérieur à celle de l'investissement locatif. Mais moi, je peux te donner l'avis. Moi, c'est plus le marchand de biens qui me fait sacrément peur. Tu as raison, c'est beaucoup plus technique. Tu as vraiment une technicité, une connaissance en termes de financement, en termes de réglementation, en termes d'urbanisme. Il y a vraiment des compétences transversales ou interdisciplinaires qui sont fortement présentes dans cette activité. Parce qu'il va falloir identifier l'opportunité. Il va pas falloir être, parce que je suppose qu'on n'est pas sur des prêts de 15 ans, c'est-à-dire ne pas mal viser les travaux. Et on n'est pas sur des prêts, à mon avis, pendant les... on est à quoi comme taux d'intérêt sur les prêts actuellement? Alors d'abord, sur le financement, on est sur un financement court. C'est-à-dire que généralement, les banques vont te faire un financement de 24 à 36 mois. Donc ça va être ce qu'on appelle un prêt in fine. Tu vas régler tes intérêts
Alors les intérêts, généralement, c'est on va prendre un taux Euribor et on va rajouter 2,5 de marge. Mais on va également... 2,5, pas 2,5%, parce qu'il y en avait qui faisaient la confusion. Entre 2,5 et 2,5 ? Ouais, entre 2,5% et 2,5. Ah non, oui, tout à fait. Oui. Il y a des gens qui confondent les points d'intérêt et les points de base. Non, donc 2,5. Il y a des commissions d'engagement qu'il faut régler. Il y a des frais de dossier qui peuvent être de 2, 3, voire 4 000 euros. Tu as encore autre chose à t'acquitter régulièrement. Je ne me souviens plus exactement, mais quand tu fais grosso modo l'addition de du taux et de toutes les charges, au niveau bancaire, tu arrives rapidement. Alors, il y a aussi un avant et un après. Il y a un après taux d'intérêt zéro. Banque Centrale Européenne, et là, on mettait 2,5, donc c'était très compétitif, mais à 4 points. Et je l'ai vécu personnellement. J'ai eu un financement où on était à zéro sur une opération qui s'est, qui a été compliquée parce que j'ai été victime d'une espèce de vice caché. Et donc, il a fallu rebondir. Et en plus, j'ai eu des ventes qui ont avorté parce que les hackers n'étaient pas solvables. Mais grosso modo, c'est quand même 7 voire 8 points de taux d'intérêt. Donc, ce n'est pas négligeable. En même temps, c'est sur 24 ou 36 mois, mais ça signifie qu'il faut savoir aller vite. Il faut savoir anticiper pour déboucler ton opération le plus rapidement possible parce qu'elle coûte cher en termes d'intérêt. Sur 1 million d'euros, si tu parles de 7-8 points de coût c'est total, 70 000 euros. Ben oui, et si ton opération s'éternise sur 2 ans, ben ça fait déjà 160 000, 150, 160 000. Et si c'est 3 ans, ben tu vois, ça commence à chiffrer. Donc, tu peux littéralement consommer ta marge par le coût d'intérêt parce que tu as une vitesse de débouclage de l'opération qui n'est pas bonne. Ah, donc, c'est quelque chose à savoir lorsqu'ils passeront sur des financements. Mais généralement, le débutant n'obtiendra jamais de financement, à part s'il y a beaucoup d'argent, quoi. Ouais, c'est rare et c'est vrai que la banque veut vraiment voir ce que tu sais faire avant de demander un financement professionnel. Et pour être totalement transparent, je n'ai demandé qu'un seul financement, qui n'était pas énorme, hein, de mémoire, qui était de 265 000 euros. Tout le reste a été fait sur fonds propres. Mais ce qui est important, c'est de rembourser la banque et de le faire dans les délais impartis. Ça, c'est très important parce que là, la crédibilité, elle est très importante pour une simple raison. Je parle souvent de cartel bancaire. En matière de marchand de biens, c'est encore plus. Parce qu'il y a beaucoup de banques qui ne veulent pas financer cette activité. Si je prends ma région, la Franche-Comté, tu as que 2 banques qui financent l'activité de marchand de biens. Et en fait, quand je dis 2 banques, dans ces banques-là, tu as ce qu'on appelle le service PIM. C'est le service promotion immobilière. Voilà, et on vient y adosser le marchand de biens. Et bien en fait, c'est 2 petits services avec un responsable du service PIM, c'est une petite équipe. Et en fait, sur toute la Franche-Comté, bah, tu n'as que 2, grosso modo, tu as deux petites cellules donc qui vont s'occuper de ça. Et qu'est-ce que ça signifie ? Bah, ça signifie que si tu fais de la merde et que tu te grilles auprès d'un des partenaires, bah, qu'est-ce qui se passe ? Tu as perdu 50% des chances. Voilà, et tu te retrouves face à un monopole. Et surtout, moi je vois différemment, c'est ce que j'explique quelquefois aux gens, tu sais, sur le financement, mais pour du locatif. Un banquier, j'étais allé chercher sur LinkedIn, le grand réseau de professionnels, un conseiller particulier patrimonial. Donc on est quand même sur une tranche un peu plus à la Société Générale, à 670 relations clients en portefeuille. S'il y a 2 équipes qui sont petites, elles vont aller sur des dossiers, c'est bien présenté, où l'opération est belle et où il y a un track record. C'est-à-dire, si toi, tu arrives comme un touriste, ils vont même pas prendre le temps de te regarder, quoi. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a même un plan de financement minimum. En fait, il y a des enveloppes minimum dans beaucoup de banques qui financent les marchands de biens. Les projets trop petits, ça ne les intéresse pas parce que ça produit en valeur absolue des intérêts qui sont trop faibles. Tu as beaucoup de banques qui exigent du 400 500 000 euros minimum en termes de demande de financement. Mais l'idée, c'est d'être un professionnel de cette activité bien formé, qui connaît les règles du jeu, explicites et implicites, qui sait faire des bonnes opérations et qui maintient un haut niveau de réputation, parce que là, la réputation, elle est très importante. Et si tu te rates,
dans une région avec les 2 seuls opérateurs. Alors évidemment, Paris, c'est pas la Franche-Comté, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont de province. Et en fait, dans beaucoup de régions, tu n'as pas pléthore de financeurs de l'activité de marchand de biens. Donc il faut être très professionnel dans l'exécution de son opération, dans sa posture, dans son paradigme, dans son état d'esprit. Il faut être un vrai pro. Tu as des banques étrangères aussi qui viennent sur Oui. ce marché. Tu as une banque étrangère, je crois, qui est d'origine portugaise, qui est très très active. Alors elle, en fonction des périodes, c'est open bar ou bar fermé. Mais c'est une banque, il faut le savoir, qui coûte encore plus cher que les établissements français. Donc là, il faut des opérations très rentables ou être en capacité de faire, d'exécuter, dérouler son opération le plus rapidement possible pour avoir une charge de la dette la plus faible possible. Parce que la dette, tu vois, tu te dis, je fais une opération à 1 million d'euros, j'ai 20 points de marge, je fais 200 000 euros, tu te dis que c'est pas mal. Mais si tu as emprunté 800 000, et on l'a vu tout à l'heure à 7-8 points, et que tu as traîné cette opération sur 3 ans, ta marge, elle est de combien? Elle est proche de 0. Non, elle est proche de 0. Et si tu as 800 000 à 7-8 points. Ça fait du 56, oui, ça fait 56 000 sur 3 ans. Ouais, un peu moins de 156. Ça fait 168 000 euros de... Tu es à peu près à 60 000 par an. Ouais. Donc 3 x 6, 18. Tu as 180 000 euros et tu avais 200 000 euros de marge. Qu'est-ce qui te reste? C'est-à-dire pas grand-chose. Ah oui. Tout à fait sur 60. Donc pas grand-chose. Donc ta marge... Alors autant locatif, on se dit le taux d'intérêt est anecdotique. Ce n'est pas le paramètre central de ta stratégie. On peut en faire abstraction et le renégocier. C'est déductible des charges. Voilà, c'est déductible des charges, comme dirait un grand débile de la littérature entrepreneuriale. Et ça peut se renégocier, etc. Mais des taux d'intérêt de marchand de biens, ça ne se négocie pas, ça se paye. Donc ça se paye et ça représente une charge très importante dans le temps. Et tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est que dans le temps, c'est que 24 ou 36 mois. À la fois, c'est court, mais à la fois, ça pèse beaucoup. Et notamment, quand tu commences à emprunter des sommes importantes, cette charge est importante également. Et sur le in fine, tu es sur capital plus intérêt? Non, juste intérêt. Juste intérêt. C'est le capital qui est payé in fine, à la fin. D'accord. Mais tes intérêts, généralement, sont trimestriels. Intérêt trimestriel. Voilà, tu dois payer tes intérêts trimestriels. Alors, tu dois payer, on ne te pose pas de questions, on les prélève directement sur ton compte. Ah, c'est rapide, efficace, c'est pas voilà, cher. et si tu les as pas, tu es en débit. Donc, tous les trimestres, et si tu es sur une opération où tu n'as qu'un seul lot, disons une villa ou un terrain, tous les trimestres, en fait, la détention du bien te coûte très cher. Et c'est l'inverse du locatif. En fait, le locatif, avec le temps, tu t'enrichis par l'amortissement du prêt, entre autres. Là, le prêt est non amortissable. C'est un prêt in fine où tu payes que des intérêts. Et qu'est-ce qui se passe donc? Plus tu attends, plus l'opération te coûte cher. Plus elle grignote ta marge. Et et on parle de marge, les standards, c'est 20%. En tout cas, c'est ce qui est exigé par les banques. Je ne connais pas la marge moyenne des marchands de biens en France. 53 de BE pour 400 000, ça fait un peu plus de 15%. Voilà, donc, alors ça, c'est un EBE, ce n'est pas une marge brute. Donc, ça doit être un petit peu plus. On doit être, à mon avis, à 20%. Ça, c'est quelqu'un qui, à 400 000 qui dégage 53 de BE. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de charges. Ça, moi, je veux dire, ça se fait chez toi en pyjama, à distance. Tu n'as pas besoin d'avoir une structure extrêmement lourde pour dégager des résultats de ce montant, mais... Ouais, va t'inscrire sur OnlyFans, ça rapportera plus. Voilà. Ou mais ta femme. La patronne va nous censurer. Je ne suis pas solidaire de ces propos. C'est toi qui m'as passé le nom de la plateforme. si ça nous écoute, il sait que je ne suis pas solidaire de ses propos. Il va avoir un incident le samedi soir du... tu as une asymétrie dans la sanction. donc voilà, donc il faut avoir conscience déjà de ces mécanismes bancaires qui sont très importants financièrement et sur l'impact de ton historique de professionnel. Et je voulais rebondir sur une chose qui est une complexité, et d'ailleurs on mettra le lien d'un livre sans affiliation qui retrace bien cette activité méconnue. Je pense que c'est le titre du livre, et qui a été fait
par un marchand de biens et un expert comptable sur la partie TVA, justement. Tout à fait. Et ce que je voulais dire, si te reste 20 000 euros de marge dans l'exemple que tu as pris et que tu n'as pas eu en tête l'impact que peut avoir la TVA, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est terrible, c'est-à-dire que ton, ton ignorance en matière fiscale fait que tu peux être en résultat négatif très facilement. Et, Tu as deux types de débiteurs. c'est-à-dire deux types de débiteurs. Pas De régimes fiscaux, tu veux dire? Non, t'as deux. De régimes. Non, t'as deux prêteurs avec qui il ne faut pas rigoler. D'un côté, t'as la banque et de l'autre côté, t'as le fisc. Tout à fait. Et le fisc s'en contrefiche que tu es mal calculé, mal appréhendé ta fiscalité en matière de TVA et que si tu... En fait, le problème, c'est de se dire, j'ai pas de résultat, j'ai pas de TVA, j'ai pas d'imposition. Non, en fait, le régime de TVA qui est fondamental fait que même sur une opération d'achat-revente au même prix, tu peux te retrouver en résultat négatif du montant de la TVA. Parce que, je prends un exemple, les terrains à bâtir, la plupart du temps, aujourd'hui, alors c'est très conflictuel. En fait, moi, j'avais demandé un rescrit fiscal d'ailleurs. Mon expert comptable, le Cridon, tu avais dit que tu avais le la notaire, TVA à la marge. Et tout le monde me disait le prix de vente TVA sur le prix total. Donc, on parlait de 630 000 euros. Donc, le delta était important. D'ailleurs, j'ai adossé la vente j'ai adossé à la vente le rescrit fiscal justifiant la TVA à la marge qui m'était très favorable. Et donc, si tu te trompes de régime de TVA par ignorance, sur l'exemple que je viens de citer, on parle de mémoire, on était à au moins 50 000 euros de TVA supplémentaire. Donc, alors ça, c'est sur la TVA sur marge, parce qu'en fait, il y avait une marge. Mais quand tu n'es pas en TVA sur marge, tu achètes un terrain à 500 000, tu dois payer ta TVA sur, on va dire, 600 000 plutôt. Tu l'achètes 600 000, tu le revends 600 000. Tu es en TVA sur prix total. Tu vas régler 100 000 euros sur les 600 000. Et donc, tu vas régler 100 000 euros de TVA. Et donc, qu'est-ce qui te reste? Il va te rester 500 000 euros en termes de produit de la vente net de TVA parce que les impôts considèrent que le terrain à bâtir est assujetti à la TVA. Et totalement. Qu'est-ce qui fait qu'une opération peut être soumise à la TVA dans son ensemble et pas uniquement C'est complexe, ça. Je ne vais pas aborder ça parce que c'est très complexe. Il y a des critères, notamment sur le bâti. Tu refais trop de structurel, voilà, des choses comme ça. Tu as ça, il y a des composantes, il faut taper dans les six composantes majeures d'un ouvrage. Tu as aussi le bâti qui a plus de 5 ans, moins de 5 ans. L'idée, c'est, une fois de plus, moi je suis un généraliste, je ne suis pas un expert comptable. J'arrive à comprendre ce qu'on me dit, je sais challenger mon expert comptable, je sais aller chercher l'information auprès du fisc. Alors tu vois aussi, je fais une petite parenthèse, les gens ont peur du fisc. Et je ne le dis pas pour... je ne vais pas vous dire que c'est des gens sympas, mais la plupart du temps, ce sont des gens normaux. Et quand moi je vais au contact du fisc pour demander de l'information. Je vais aller demander par exemple le remboursement d'une taxe foncière parce que j'ai un immeuble qui est en sinistre où j'ai assigné au tribunal Pacifica par exemple, donc j'ai obtenu le remboursement de mes taxes foncières parce que ça ne se loue pas et c'est indépendant de ma volonté parce qu'il y a une expertise en cours. Donc il faut aller au contact du fisc et n'hésitez pas à demander des rescrits fiscaux. C'est la position de l'administration par écrit sur une question pointue, c'est de la connaissance, c'est également de la sécurité fiscale apportée à votre opération. Donc ça peut faire très très mal. Alors, je rebondis aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'experts comptables qui ne comprennent rien à la TVA fiscale, à la TVA immobilière, pardon. Donc il faut le bon expert comptable. Et tout le monde n'est pas habilité. Avant, j'étais chez Mazars. Et c'est un nom très prestigieux, mais en tout cas, le cabinet qui s'occupait de moi n'était pas compétent pour traiter ces sujets. Donc, il a fallu que je me dirige auprès d'un expert comptable passionné d'immobilier et notamment d'activité de marchand de biens. Et cette personne, cet expert comptable, du fait de cette spécialisation, est compétent en la matière. Et il faut vraiment quelqu'un de très compétent pour ne pas faire n'importe quoi et demander conseil avant de faire l'opération. Parce qu'une fois que tu as signé l'opération, une fois que tu as signé ton compromis et que tu as acheté, c'est mort.
tu es engagé fiscalement. C'est quoi les tendances sur Internet concernant le marchand de biens actuellement ? Les tendances, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui... c'est... Alors, je vais te poser la question en direct, ça va être plus simple parce qu'elle m'a été posée et je pense que c'est ça, de quelqu'un qui fait beaucoup de pubs, qui te dit que louer, ça ne marche plus, qui est du sud de la France. Ah oui, j'ai vu cette publicité. Qui a un nom de... T'enlèves le E à un nom de fille et t'as son nom. Ah oui, qui te dit que le locatif, c'est mort, en fait. Voilà, c'est ça. Qui est très speed sur ça et qui dit qu'il a généré 5 millions d'euros avec 70 opérations. C'est des opérations de marchand de biens. Alors sur 10 ans, je crois. Peut-être. Je pense qu'il ne dit pas la durée. Alors je pense qu'il ne dit pas... Je sais que c'est sur 10 ans, mais tu as aussi... c'est aussi comprendre la structure, l'environnement familial dans... l'impact de l'environnement familial dans ton activité. C'est une personne dont la famille pratique l'activité de marchand de biens depuis des décennies. Pour les parents, me semble-t-il, tu as le frère également, mais bon, ça, c'est pas ce qui va nous intéresser. C'est que le marchand de biens, c'est une super activité quand on est bon, mais une fois de plus, expliquer qu'il faut oublier le marchand de biens en 2024, c'est complètement farfelu et ça n'a aucun sens. Attends, je vais voir si... Acheter un bien pour le louer, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour vous créer votre liberté financière. On vous dit que c'est bien de faire de la location longue durée, mensonge. On vous dit qu'il faut démarrer par du Airbnb, mensonge. Ou pire, via sous-location, mensonge. Il y a quelques années, toutes ces méthodes Il n'avait pas tort sur la sous-location. ont drastiquement changé. L'augmentation des taux bancaires et le resserrement des conditions de financement ont rendu presque totalement inefficaces ces stratégies. Pourtant, il existe une méthode oubliée et sous-exploitée que je pratique depuis 11 ans, que les banques continuent encore et toujours de financer, même aujourd'hui, qui vous permet de générer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros net dans votre poche en l'espace de quelques mois avec une seule opération. Et surtout, qui ne nécessite pas d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, ni beaucoup d'épargne. Bonjour, je m'appelle Caron. On s'en fout. D'investir dans plus de 70 biens immobiliers. Et cette même méthode m'a permis d'investir dans plus de 70 biens immobiliers qui m'ont permis de générer plus de 5 millions d'euros de bénéfices au total. Donc si vous voulez découvrir cette méthode que j'ai... Quand tu réfléchis, 5 millions sur 70 opérations, ça fait quoi ? Ça fait du 70 000 euros par opération, c'est pas colossal. J'ai pas calculé, mais tu vois, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Déjà, 70 000 euros dans ta poche, quelque chose comme ça... Là, on est en infraction de la règle de capitalisation. Donc déjà, l'argent ne va pas dans ta poche, va être capitalisé pour faire grossir la boule de neige parce que c'est une activité capitalistique. Ensuite, là, c'est un cas flagrant. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un camelot ? Non. Le camelot est celui qui vend, tu sais, sur les marchés, qui a la tchatch, qui va vendre en fait, tu sais, des espèces de tu vois, par exemple, des ensembles de couteaux, tu sais, des appareils qui vont couper des pommes de terre. Ce qu'on appelle un camelot, en fait, c'est quelqu'un qui fait des démonstrations, qui fait des déballes. Ça n'a pas notre nom, un vendeur à la... Non, ça s'appelle un camelot. Toi, tu confonds avec un vendeur à la sauvette ? Non, pas à la sauvette, c'est un vendeur à la postiche ou à la... En fait, c'est vraiment... Alors, je vais vérifier la définition, mais... Le truc, c'est que on a l'impression en fait que tu as une déballe et il t'a expliqué marchand ambulant qui propose des menus objets à bas prix. Et c'est vraiment des gens qui ont de la tchatch, etc. Mais tu vois, c'est sans effort, 70 000 dans ta poche, etc. C'est opposition du locatif et du marchand de biens et c'est pas le seul. Mais c'est vraiment un discours qui est totalement partisan et qui est erroné. Et évidemment, il ne faut pas tomber dans ce piège. Moi, je pensais que c'était sur de la vente de résidence principale. Sur du flip de résidence principale. Non, mais peu importe. La résidence principale est une composante de l'enrichissement. Après que tu l'envisages comme une opération de marchand de biens, pourquoi pas ? Mais là, à oublier le locatif parce qu'on prêterait plus d'argent. Alors, je rappelle aussi, ça c'est important, même si le taux de production de crédit a été divisé par 2,
si tu es bon, il reste encore 50% de milliards. Mm. Donc, et je dis toujours, même à 10 millions, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan bancaire. Donc, l'argent, je ne vais pas dire que l'argent coule à flot, mais l'argent est disponible. L'encours bancaire en immobilier en France est d'à peu près 1280 milliards. Donc, même si on produit moins de crédit, c'est des quantités en dizaines de milliards d'euros. Donc, il y a de l'argent. Ce qui serait intéressant, c'est la valeur absolue du montant des crédits accordés ou c'est le nombre de crédits accordés? Là, tu as l'encours. Alors, ça, je ne sais pas, mais Tu vois, ça serait mais intéressant de savoir si les 50% tu as la production en valeur absolue, je crois, qui a été divisée par 2. qui a été divisé Ouais, par 2 également. Mais il en reste encore des dizaines de milliards. Donc, dire que on ne peut plus obtenir quelque part de crédit immobilier pour financer du locatif, c'est totalement faux. Ouais, non, mais c'est l'opposition de. Moi, je pensais que c'était du flip sur résidence principale. Passons au côté, passons au côté pourquoi il faut absolument considérer cette activité dans le parcours d'un investisseur, même si on a saupoudré tout le long de cet épisode d'indices. Pourquoi est-ce une erreur d'opposer le locatif à l'activité de marchand de biens dans une stratégie capitaliste? En fait, généralement, ce sont les marchands de biens qui opposent l'activité de marchand de biens au locatif. C'est pas les gens qui font du locatif qui vont opposer l'activité. C'est plutôt, ça vient des marchands de biens. Ben, on a l'exemple avec la pub. Voilà, on a l'exemple avec la pub. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas un patrimoine locatif énorme, à part une villa ou deux sur Bali et Toulon, je crois. Mais après, une fois de plus, les personnes, je m'en fiche. Mais je pense que s'il avait bien raisonné, depuis 11 ans, il aurait peut-être un patrimoine de 10, 15, 20 ou 30 millions d'euros. Qui lui rapporterait plus que 70 000 euros par an d'amortissement de capital. Eh ben, exactement, sur 10 millions, je rappelle, grosso modo, je n'ai pas les calculs, je n'ai pas la calculatrice. 50 000, faisons ça. À peu près. 500 000, pardon. Ça va être plutôt dans les 400 000 avec l'augmentation des taux d'intérêt, parce que lorsque les taux d'intérêt augmentent, la partie du capital remboursé est beaucoup plus faible, à échéance constante. Et donc, c'était quoi ta question, pardon ? Pourquoi c'est une erreur d'opposer l'activité de marchand de biens à l'activité d'immobilier locatif dans un processus d'atteinte du capital optimal, de la magnifique position du... Comment tu le dis en italien ? Non, j'arrive pas à Toi, tu arrives bien à la prononciation. La position del vaffanculo. C'est plus classe en italien, tu vois, on se projette mieux. Ça serait marrant de le voir en allemand. Je sais pas comment dire. Scheißen. Pourquoi c'est une erreur à plusieurs niveaux. D'abord, l'activité de marchand de biens, c'est une activité entrepreneuriale qui exige qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on doit produire, on doit chercher des affaires, on doit travailler pour produire de la marge, etc. Donc si tu n'as pas de locatif, tu n'as pas de patrimonial qui s'amortit, etc. Quand tu arrêtes cette activité, je ne sais pas moi, à 60 ans par exemple, si tu veux arrêter, prendre ta retraite, voyager, pour les gens qui ne savent pas forcément travailler à distance, et puis peut-être qu'il y a une usure de l'activité avec le temps, eh bien tu n'as pas de soupape de sécurité. C'est-à-dire que je trouve que c'est dommage finalement d'être passé outre cette possibilité de se constituer cette soupape de sécurité qui peut être extrêmement intéressante et sollicitée au moment où tu en as réellement besoin. C'est-à-dire quand tu as fait le marchand de biens pendant 10, 15, 20, 30 ans, et là tu as peut-être envie de faire autre chose, tu es content d'avoir un patrimoine immobilier qui a été remboursé. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, tu as l'amortissement du crédit. Tu as aussi la fameuse retraite par capitalisation immobilière. Si tu ne prends pas beaucoup de salaire et que tu comptes sur ton capital, ce qui est déjà très bien sur la partie activité marchand de biens, eh bien, en termes de revenus de prestations sociales de retraite, dans le système de répartition, tu n'as pas grand-chose. Là, en retraite par capitalisation immobilière, rien que sur 1 ou 2 millions d'euros, même à 6% ou 7%, ça fait une retraite qui est déjà peut-être dans le top 5% des retraites. Donc c'est dommage de ne pas se constituer ce capital et cette retraite par capitalisation immobilière et cette soupape de sécurité si on a envie de vendre et puis de récupérer le capital et peut-être doubler ou tripler ton capital professionnel issu de ton activité de marchand de biens. Pour les gens qui n'ont ni de locatif et ni de marchand de biens, pourquoi devrait-il, si on devait choisir, faire du locatif en premier par rapport à l'activité de marchand de biens? Pour moi, c'est plus simple. Il faut commencer par le locatif
parce que en termes de technicité, en termes d'accessibilité de financement, en termes d'accessibilité technique, dans la technique, j'englobe tout, hein, la compréhension juridique, le montage bancaire, etc. Dans la difficulté des problématiques rencontrées, c'est beaucoup plus simple d'aller sur du locatif que d'aller sur de l'activité marchand de biens. Alors, je préfère dire tout de suite aussi que l'activité de marchand de biens, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde sait que je lutte contre ce que j'appelle le biais du survivant, l'histoire qu'on vous vend en permanence que c'est facile, c'est possible, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Ça, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est pas pour tout le monde? Pour une simple raison, c'est que c'est une activité entrepreneuriale quasiment pure, qui nécessite des compétences comportementales importantes, qui nécessite d'agir comme un entrepreneur, d'avoir un état d'esprit d'entrepreneur, de s'inscrire dans un processus de professionnalisation très lourd. Et ça, c'est pas pour tout le monde, malheureusement. Oui, mais si on veut faire un gros parc immobilier locatif, c'est également une activité entrepreneuriale. Oui, c'est une activité entrepreneuriale, mais qui exige moins de technicité, de prise de risque que l'activité de marchand de biens. Parce que l'activité de marchand de biens, tu as aussi cette contrainte qui consiste aussi à rembourser rapidement la banque sur des délais très courts. Et ça, c'est pas pareil. Mais tu vois, je me posais la question pendant que tu parlais, et c'est très intéressant parce qu'en fait, le marketing est à peu près le même dans les deux sens. J'étais en train de faire un parallèle dans ma tête où je me disais qu'en fait, l'activité immobilière, me regarde pas avec cette tête, c'est pas une question piège, t'inquiète pas. Ah non, je t'écoute. L'activité locative, c'est un peu lancer une activité entrepreneuriale, et l'activité de marchand de biens serait reprendre une boîte. Ouais, c'est le parallèle est pertinent. Et évidemment, alors je ne sais toujours pas si on est d'accord ou pas là-dessus, mais moi, de mon point de vue, reprendre une boîte, c'est beaucoup plus risqué que faire du locatif, que faire de l'immobilier. Non, moi, je considère que reprendre une boîte est plus difficile que monter une boîte, contrairement à ce qu'on dit sur Internet. Oui, bien sûr, mais si on faisait le parallèle, en fait, pour moi, Ah oui, totalement. le rachat d'entreprise, on va dire, serait l'équivalent en termes de certitude, de difficulté de l'activité de marchand de biens. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile que faire du locatif où, si tu respectes un certain nombre de règles, finalement, la prise de risque est très limitée. Donc, pour revenir sur faire une sorte de résumé sur la difficulté, on est sur du financement qui est basé sur le track record et des marchés bancaires différents par rapport à l'immobilier locatif. On fait attention à l'opération. Il n'y a que la rentabilité de l'opération en financement de marchand de biens qui compte. En financement de marchand de biens, on ne va pas vous demander votre avis d'imposition, encore moins vos 3 fiches de paye. Tout ça, la banque s'en contrefiche. Le HSF aussi. Le HSF n'existe pas, la notion de taux d'usure n'existe pas. Ce qu'on vous demande, c'est une opération commerciale. On veut savoir si l'opération est rentable, qu'est-ce que vous avez fait avant cette opération, et on vous demande quelque part de prouver que vous êtes la bonne personne pour exécuter cette opération, tout simplement. Qu'est-ce qu'on t'a demandé, toi, sur le dernier projet de marchand de biens? Tu t'en souviens à peu près? On m'a demandé, pas grand-chose, on m'a demandé le tableau avec mes opérations qui ont été effectuées et de justifier l'apport, c'est tout. De justifier l'apport. Voilà, il faut que tu justifies l'apport que tu vas mettre. Alors moi, j'avais mis un apport qui était de 100 000 euros. Sur une opération à 365 000 euros, j'ai emprunté 265. Et d'ailleurs, j'ai subi l'augmentation importante des taux d'intérêt. Oui, c'est parce une que t'es opération pas en fixe. Non, tu es en taux variable. Ah oui, on avait oublié de le dire ça. Tu es en taux variable, exactement. Donc, il n'y a pas de taux fixe. C'est tous les 3 ou 6 mois? Tous les 3 mois? C'est tous les 3 mois. Dès que tu as le Ribor qui bouge, dès que tu as la Banque centrale qui bouge une oreille, c'est-à-dire qui augmente les taux d'intérêt, tu es impacté immédiatement. Donc, cette opération a duré, ce financement a duré quasiment 2 ans. Que je ne dise pas de bêtises, donc c'était pratiquement 2 ans. Et parce que j'ai eu un problème de façade sur des poutres, sur une façade à colombage. Et donc, j'ai fait intervenir un bureau d'études et il m'a dit que les poutres étaient mortes. Évidemment, je ne pouvais pas le savoir, hein, mais il y a eu une poutre qui s'est un petit peu effritée. J'ai commercialisé. L'agent m'a dit, tiens, il y a un peu de bois. Ce serait bien de regarder ça de plus près. Donc, j'ai... en tant que professionnel, pour me couvrir, j'ai fait faire une étude qui m'a coûté d'ailleurs 2 500 €, je crois. Et là, le bureau m'a dit
il faut faire tomber toute la façade. Donc c'est plutôt très grave. Et c'est un immeuble qui m'a été vendu par des agents immobiliers où ils détenaient ça en fait en patrimoine. Je les soupçonne en fait en fait, je pense qu'ils savaient. Vice caché. Oui, mais alors il était apparent, mais en même temps il faut avoir des compétences d'expert technique. Donc non, la problématique c'était quoi? En tant qu'acheteur professionnel. Eh oui, t'es pas protégé. Ben non, parce que tu es censé savoir et tu achètes en l'état. Donc je pouvais attaquer, mais j'ai préféré pas y aller. Et donc c'est une opération en termes d'intérêt qui m'a coûté très cher. Donc avec l'augmentation des taux d'intérêt, j'ai pas les chiffres, mais j'ai dû payer au moins 30 000 euros d'intérêt. Et j'ai refait la cage d'escalier, j'ai dû modifier, c'était déjà une monopropriété, mais il y avait une ancienne copropriété. J'ai dû remodifier, faire passer un géomètre pour isoler le bâtiment, en faire un bâtiment en mono, le bâtiment problématique, parce qu'il y avait plusieurs îlots. Et donc, j'ai refait la cage d'escalier parce que les parties communes sont très importantes. J'ai refait tous les diags, etc. Et ça va être une opération presque blanche. C'est-à-dire que finalement, ma marge a totalement été absorbée par les intérêts et les frais additionnels. Et ça a duré 2 ans. Et tu vois, ça a un peu impacté négativement mon track record. Parce que je me rappellerai toujours, la banque m'a dit attendez, vous vendez à la découpe, vous m'aviez dit que vous alliez vendre en monopropriété. Tu vois, rien que ça, ce genre de détails, tu vois, j'aurais pu dire attendez, c'est mon immeuble, je fais ce que je veux. Moi, je dis je m'adapte. On a une crise, entre guillemets. On a un changement radical des conditions de financement. Donc, comme il y avait beaucoup de petits lots, en fait, et, la chance que j'avais, c'est que chaque lot avait un compteur électrique individuel, et donc on pouvait diviser facilement. Ça coûte quoi j'ai pu revendre à la découpe. Ça coûte quoi de mettre des compteurs individuels? En fait, le problème, c'est pas le prix. Déjà, ça peut coûter cher. Généralement, c'est 1 000 euros le compteur électrique. C'est pas ça le problème. C'est que tu as des mairies qui exigent de venir adosser des places de parking. Il faut créer ou adosser des places de parking à une division immobilière. Et donc là, tu es en hyper centre-ville. Comment est-ce que tu fais? Admettons que là, j'avais 11 lots. Un local commercial et 10 lots d'habitation, 10 studios. Si on te demande de créer 10 stationnements en hyper centre-ville, tu fais comment? En fait, j'espère que c'est une mairie écologiste. Tu vois, Europe Écologie Les Verts, il y a 10 parkings à trottinettes. Ben non, malheureusement ça non. Pas. Non, ça passe pas. Donc du coup, j'ai pu échapper à cette règle parce que j'avais déjà une copro, mais qui de fait était une mono parce que j'avais tous les lots entre mes mains, mais ça m'a engagé quand même. On a refait la copro proprement pour isoler ce bâtiment et l'acquéreur en fait son affaire personnelle. Et t'es un professionnel? Moi, je suis un professionnel et d'ailleurs Non, mais je parle. Ça t'est arrivé? Oui. Et t'es un professionnel, c'est-à-dire que... Je suis un professionnel, après je ne suis pas un homme de l'art, je ne sais pas... Non mais t'en as acheté des biens. J'en ai acheté après, je suis marchand de biens depuis 3 ans, j'ai pas non plus 30 ans, mais je veux dire... Oui, j'en ai acheté en locatif, bien sûr, mais ça peut arriver à tout le monde, sauf si tu es capable de déceler la qualité des poutres qui sont intégrées dans ta façade. Je veux dire, c'est pas évident de le savoir. Et d'ailleurs, une fois de plus, j'ai dû solliciter un bureau d'études. Oui, tu en avais parlé sur le podcast. Donc, je déboucle, j'ai vendu à la découpe là, 80% des lots. Il me reste encore quelques lots. Donc, il faut faire très attention. Et il faut faire attention à la perception du financeur de ta manière de travailler. Ça, c'est important. Parce que lui, il pourra te financer autant d'opérations que tu veux si tu as une bonne track record. Pour le coup, là, c'est limité. Et limité en termes de roulement, pas limité en termes de je vais demander 25 milliards. Il n'y a que Patrick Drahi qui sait faire ça. Et encore, il a du mal. Lui aussi, il a du mal, mais... Lui aussi n'a pas calculé. Il est obligé de... Il n'a pas calculé la hausse des taux d'intérêt. Ils vont à la découpe aussi. Il est obligé de vendre les bijoux de famille. Donc, mais il faut faire très attention à la qualité du signal. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes masterminds. En fait, dans la théorie du signal en économie, tu as un émetteur, un récepteur. Et donc, ce que j'enseigne, c'est d'envoyer une rafale de signaux positifs. Et ce que j'ai appris à mes dépens récemment, et de toute façon, je l'avais conceptualisé, mais là, j'en ai encore plus conscience, la qualité de l'information, la compréhension de l'information par le récepteur dépend
de l'émetteur. Est-ce que tu me suis en termes de raisonnement? Oui, c'est-à-dire que si l'émetteur est mauvais, le récepteur va recevoir. Non, ça veut dire que si le récepteur a mal compris, c'est de la faute à qui? À l'émetteur. Eh ben voilà, c'est Mais pas tu m'as pas maintenant. laissé finir encore une fois. Donc, Je pensais à l'anecdote que tu m'avais racontée, TTC hors taxe. oui, et tu vois, là moi, j'ai, sans rentrer dans les détails, mais j'ai annoncé un tarif et ça n'a pas été compris comme il faut. Je pensais avoir été parfaitement compris et explicite. Eh bien, ça m'a coûté 10 000 euros et c'est tant pis pour moi. Tu vois, c'est aussi ça, assumer ses erreurs en qualité d'émetteur. Et là, on retombe sur une notion qui est très importante en psychologie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la notion de locus ou de lieu de contrôle. Soit il est interne, soit il est externe. Quand on est entrepreneur, il ne peut pas être externe. Ce n'est pas la faute des autres, c'est de ta faute. Voilà. Et donc, il faut faire attention à envoyer les bons signaux à ta banque. Quel mot pour conclure? Alors, quel mot? L'activité de marchand de biens, évidemment, malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est une activité extrêmement intéressante en termes de capitalisation, en termes de développement. Moi, j'applique alors, je suis un généraliste de l'immobilier, c'est-à-dire que j'essaye de faire là où l'opportunité de marché m'amène. C'est-à-dire que je considère que l'opportunité de marché est une variable aléatoire. Tu ne sais pas où elle va tomber. Si c'est sur du terrain à bâtir, je vais sur du terrain à bâtir. Si c'est des murs d'hôtel-restaurant, je vais là-dessus. Si c'est un immeuble de rapport, je vais sur un immeuble de rapport, etc. Donc, l'activité de marchand de biens, c'est vraiment une très belle suite logique dans la capitalisation. Et c'est bien, pour ceux qui le peuvent, d'avoir vraiment ces deux bras armés en termes de stratégie. Le locatif, le patrimonial, c'est du long terme, c'est pour la retraite, c'est pour les enfants, c'est pour ce que tu veux. Et à côté, il y a une activité de marchand de biens où on peut capitaliser et également consommer éventuellement, même si c'est une légère infraction au processus de capitalisation, tu peux aussi consommer un peu de marge par la distribution de dividendes. Donc voilà, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais attention, la réalité, c'est que c'est une activité dominée par la médiocrité de ses joueurs. Ça, c'est important de le comprendre. Oui, l'élite, il n'y a aucune barrière. Tu n'as pas de barrière, exactement. Sur LinkedIn, j'ai l'impression qu'il y a tous les marchands de biens. Quoi. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est la seule profession en immobilier, quand je dis profession de professionnel, qui n'est pas réglementée. Je pense qu'on l'a dit. Eh ben, non, je crois qu'on ne l'a pas dit, il me semble, mais l'activité d'agent immobilier nécessite une carte T ou une délégation. Et très honnêtement, alors l'activité d'agent immobilier, qui n'est pas non plus à prendre à la légère, mais qui n'est pas non plus d'une technicité incroyable, l'activité de marchand de biens est infiniment plus complexe que celle d'agent immobilier et ne nécessite paradoxalement absolument aucune réglementation, aucune compétence minimum, aucune autorisation, aucune carte. Et ça fait que l'image de marque, elle est extrêmement négative de la part de tous les intervenants de l'écosystème. La perception, il y a des banques qui ne veulent même pas t'ouvrir un compte bancaire en tant que marchand de biens. C'est-à-dire que... et en plus, tu es obligé de le mettre dans les statuts pour bénéficier non bénéficier Tu parles de l'immatriculation à l'immatriculation pour bénéficier des comment ça s'appelle des frais de notaire réduits, non? Non, ça n'a rien à voir. Mais généralement, tu es obligé d'avoir un compte bancaire pour déposer ton capital social, mais surtout pour faire tes opérations. Tu ne vas pas les faire en espèces. Donc, tu as des banques qui ne veulent même pas t'ouvrir un compte bancaire parce que l'image de marque est catastrophique. Tu as beaucoup de bricoleurs sur le marché, ou des rêveurs, des incompétents, voire quelques escrocs. Les notaires ont une mauvaise perception parce qu'eux sont au front, ils ont la réalité juridique de ce qui se passe mal en termes de vente. Le fisc, n'en parlons pas parce que les gens confondent une TVA sur prix total et une TVA à la marge. Certains la découvrent lors d'un contrôle fiscal. Donc quand tu prends tout l'écosystème, alors le client, le vendeur, quand tu dis je suis un marchand de biens, il se dit quoi? Il va m'escroquer. Il va... T'es obligé de lui dire? Non, t'es pas obligé. Alors, tu peux faire une clause de substitution. Tu vois, signer en nom propre et puis faire une clause de substitution qui ne peut pas être refusée au profit d'une société. Donc, ça aussi, dans la communication, il faut être très intelligent. Il faut être très flexible comme Casanova, qui était l'empereur
Alors, il est connu comme toi pour ses nombreuses conquêtes, mais c'est quelqu'un qui était Non, mais extrêmement... tu me fais passer pour qui, là? Alors, à la base, c'est un compliment, Casanova. Oui, non, mais je te rappelle, il y a mon beau-frère qui écoute le podcast. S'il te plaît, ma réputation. Alors, tu n'es pas marié avec sa sœur, donc ça va. Donc, ça va. Non, mais c'est l'homme, on a retenu que de ça de Casanova. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs, et c'est une erreur. C'est l'homme aux 155 conquêtes. Mais les gens n'ont pas compris, en fait, c'est quelqu'un qui est né très pauvre et qui a côtoyé des rois, qui a changé de condition. 150 conquêtes? 155, je crois. Donc, pas tant que ça, finalement. C'est un petit joueur à côté de toi. Du bist ein Amateur. Un Je dis, annuel? Un annuel? je ne sais pas. Je rigole. Donc, Hugo se sent rassuré par les statistiques de Casanova. Que ça? Je peux également rentrer dans les livres d'histoire. Je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Casanova savait faire preuve de flexibilité cognitive, d'adaptabilité, et ça, c'est fondamental. Je sais même plus pourquoi je parlais de ça, mais... D'adaptation et de... Ouais, Voilà, capable de s'adapter. Exactement, en fait, il faut savoir interagir avec les autres, les autres étant tous les maillons de la chaîne. Ça va de l'agent immobilier jusqu'au fisc, en passant par le notaire, en passant par tu peux avoir aussi à côtoyer de l'architecte, etc. Donc après, j'allais dire le vendeur, mais je passe quasiment exclusivement par des professionnels, des agents immobiliers. Donc je fais tout pour pas côtoyer le particulier, mais il faut absolument mesurer, en fait, il faut calibrer ton discours et présenter ton activité de manière différente en fonction de ton interlocuteur. Et ça, c'est très, très important. C'est comme ce qu'on disait dans la conférence. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas inscrits, le lien se trouve également dans la description. C'est le principe de Mashkirovka. Oui, tout à fait. Parfois, il est nécessaire de ne pas décliner ton identité parce que l'activité de marchand de biens, en plus, il y a eu beaucoup de casses bancaires dans les années 90. Il y avait des banques qui étaient très impliquées dans le financement de marchands de biens et il y a eu, je crois qu'en 93, tu as le marché immobilier qui s'est écroulé. Et c'est une époque où c'est une des rares époques où le marché a perdu énormément en termes de prix, en termes de valeur. Et ça a traumatisé les banques. Et les banques sont très vigilantes sur le financement de l'activité de marchand de biens. Donc, il faut être très bon dans sa posture. Il faut travailler sa capacité à changer de paradigme psychique, économique, stratégique et agir comme un professionnel. Merci beaucoup Fouad pour ce podcast. Si vous êtes marchand de biens, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, le grand réseau de professionnels, ou sur Instagram, ou même Telegram. N'hésitez pas à nous partager les bons côtés comme les mauvais côtés. Peut-être qu'on n'a pas pu tout voir. Ce n'est pas non plus le but de cet épisode. C'est d'éveiller sur une activité qui est très méconnue. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, après, ce qui est important à comprendre, tu vois, c'est qu'on ne va pas aller dans les arcanes de la TVA. On a donné quelques grands principes, on a apporté de la stratégie. On essaye de comprendre le fonctionnement général de cette activité. On a pointé le doigt sur le fait de ne pas tomber dans le piège des oppositions. Comme on a ces gens qui opposent systématiquement bourse et immobilier, ce qui est absolument complètement débile. Et il y avait un gars sur LinkedIn, alors là c'était le pompon. Il ne faut pas que tu ailles sur LinkedIn. Lui, qui opposait le PEE, donc le plan d'épargne d'entreprise, avec l'immobilier, qui te parlait d'effet de levier, en fait de levier avec le PEE. Mais bien sûr, c'est mieux que l'immobilier. C'est connu, évidemment. C'est connu. Et surtout même en Bernard France. Arnault fait ça. Hein. Voilà, même Bernard Arnault fait ça. Donc on a donné quand même des fragments de stratégie, d'essayer d'aborder intelligemment la chose. C'est une activité, et je ne veux pas qu'on soit dans le négatif, mais qui est hyper intéressant, mais qui est réservé aux gens qui sont bons, qui se font les dents sur la partie locative, et ensuite qui ont envie d'aller plus loin et d'avoir moins de limites en termes de réglementation. Donc c'est très intéressant. Après, il faut se former avec les bons, avec les meilleurs, et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué.
Merci à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas les 5 étoiles Oui, pour le très important. référencement. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Un grand merci Fouad pour cet épisode. C'est toujours un plaisir de venir à Berlin les enregistrer, malgré Merci, le temps Hugo. de merde et la bouffe moyenne. Non, la bouffe moyenne, t'exagères, on a bien mangé quand même dans notre Oui, petite cantine russe. Bah, c'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour s'occuper de la technique. Ciao, ciao.